Bonsoir à vous tous et merci d'être encore au rendez-vous de Un œil sur l'actualité. Nous allons revenir sur les grands sujets d'actualité de cette semaine avec mon invité. Nous allons parler notamment de la qualification surprise des éperviers du Togo pour la CAN Gabon 2017. La victoire sur le Djibouti, ça ce n'était pas une surprise. Le Djibouti est quasiment un donneur universel de points. Mais ce qui était la surprise, c'est la qualification donc à cette CAN. Et puis nous verrons dans le futur, est-ce que les éperviers vont pouvoir faire mieux que 2013 où on a été quart de finaliste. Nous parlerons également dans cette émission des préparatifs pour le sommet pour la sécurité maritime. Les autorités veulent mettre les petits plats dans les grands pour que ce sommet soit le plus réussi possible. Mais cela intervient dans un contexte où plusieurs États africains sont confrontés apparemment à une question beaucoup plus sérieuse, notamment le terrorisme. Est-ce que face à la question du terrorisme, un sommet sur la sécurité maritime est le bienvenu? Nous recueillerons également les réflexions de notre invité sur les questions de réforme politique dans notre pays, étant donné qu'il est président d'un parti politique. Et puis nous ferons un détour par le Gabon, ce pays qui est en train de vivre des lendemains de présidentielles assez agités. Pour évoquer tous ces sujets, je reçois Tikpi Achadam. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du Parti national panafricain, le PNP. Alors, avant d'aborder les sujets que je viens d'évoquer, on va s'intéresser un peu à la vie de votre formation politique. Mais de façon générale, d'abord, une question un peu personnelle. On a un peu l'impression, quand on suit les partis, les leaders de partis politiques ou les partis politiques au Togo, il en existe beaucoup, plus d'une centaine, qui, après leur création, sombrent dans un mutisme total. Est-ce que vous avez fait le même constat? Oui, vous savez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis politiques au Togo, la centaine dépassée comme vous dites, mais tous les partis politiques ne sont pas en activité. J'ai souvent l'habitude de parler de volcans dormants ou volcans éteints. Et donc, si vous voulez faire la liste des partis politiques en activité qui sont vraiment sur le champ de la politique aujourd'hui, je ne crois pas que vous ayez 10 partis politiques qui sont actifs. Et donc, on se rend compte que par le concours de circonstances, à partir des années 91 et par la suite, des partis ont été créés. Je sais pour quelle raison, pour quel mobile, pour quel objectif, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de partis politiques, mais nombreux sont aujourd'hui des volcans éteints. Et donc, sur ce terrain-là, il faut plutôt arrêter de parler de 100 partis politiques. Il vaut mieux se concentrer, ou en tout cas ne considérer que ceux qui sont encore en activité. Alors, il y a certains qui proposent, par exemple, que l'on fasse des blocs, de grands blocs, 2 ou 3 grands blocs dans lesquels les autres vont se retrouver. Vous pensez que c'est une proposition qu'il faut considérer? Les blocs ne se décrètent pas. Les partis politiques, c'est une question d'opinion. C'est la pensée. C'est la conception du politique, la conception de la gouvernance. C'est de l'idéologie aussi. Et le bloc ne se décrète pas. Vous savez, le champ politique, c'est comme le champ commercial, le champ des affaires. C'est le marché. Il se régule de lui-même, il se décante de lui-même. Il suffit de laisser les partis à la concurrence, mais à une concurrence loyale. Parce qu'au Togo, il y a un problème. Vous avez un bloc de partis d'opposition face à un parti au pouvoir qui s'accapare tout. Et le combat est illégal parce qu'ils gardent toutes les ressources de l'État, toutes les ressources publiques. Et en plus, ils utilisent tous les moyens. Donc, pour revenir à votre question, on n'a pas à décréter les grands blocs, mais les grands blocs vont se définir, vont se définir à partir de ce qui se passe sur le champ politique. Ça se fait de soi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on organise. Aux États-Unis, vous n'avez pas de partis politiques, mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a les démocrates et les républicains, mais oublie qu'il y a encore d'autres partis politiques là-bas. En France, la gauche et la droite, c'est quelque chose de très pluriel. Bon, donc, c'est pour ça aussi que nous appelons à la libération du champ politique. Vous pensez que c'est embrigadé? Oui, bien sûr. Encore aujourd'hui, le pouvoir que nous avons a envie d'asseoir la vision unique, la pensée unique. On veut nous imposer un système de partis dominants. Mais là, aujourd'hui, tout le monde a la latitude de créer sa formation politique. Personne n'empêche les gens de créer leur parti. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Même encore aujourd'hui, vous avez besoin d'être courageux pour faire de la politique. Et même là, quand je disais en tant que le parti au pouvoir est assis sur les ressources publiques, c'est un problème pour les autres partis politiques.
vous n'avez pas de subvention, vous n'avez pas en tout cas d'appui aux partis politiques qui ont aussi la responsabilité, que ce que certains assument d'ailleurs, la responsabilité de formation, d'information et de la population. Parce que donc, nous contribuons au travail de la citoyenneté. C'est justement peut-être pour pallier le problème de subvention que beaucoup demandent là, hein, qu'on mette des blocs en place. Si on a 2, 3 blocs, ce serait plus facile à subventionner que la multitude qu'il y en a aujourd'hui. Si les élections au niveau local, les élections législatives ou les élections présidentielles se déroulent dans la transparence, le champ politique va se décanter de lui-même. Monsieur Niaoui, pensez-vous qu'un parti qui a accueilli 1% ou 0,00% au présidentiel va continuer par exister sur le champ politique et se prendre au sérieux? La première chose à faire, c'est de faire en sorte que les scrutins au Togo se déroulent dans la transparence totale. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, d'accord. Maintenant, à votre niveau, au niveau du Parti national panafricain, vous essayez quand même de vous démarquer, c'est ça, parce que vos activités ne sont pas médiatisées. Mais est-ce que vous en faites quand même? Nous ne pouvons pas supplier les médias d'aller médiatiser ce que nous faisons. Vous savez, le journalisme, c'est aussi de la curiosité. C'est aussi mettre l'oreille là où les gens n'ont pas l'habitude de la mettre. C'est écouter, c'est regarder, c'est fouiller, c'est fouiner, je m'excuse. Mais c'est ça aussi le journalisme. On ne peut pas aller supplier des journalistes. Vous savez, le contexte, vous savez, le contexte est tel que, comme vous le dites, je rebondis sur ce contexte, il est tel que tout le monde met l'oreille là où tout le monde met l'oreille. Vous voyez, tout le monde met l'œil là où tout le monde met l'œil. On ne se demande pas, mais écoutez, nous faisons face à ça. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs? Et là, c'est ce qui fait que, généralement, à un moment donné, on se focalise sur un point, on se focalise sur une partie, sur des acteurs, et quand on se rend compte qu'il n'y a plus d'activité, que ça ne bouge plus de ce côté, on dit, il n'y a plus rien. Alors qu'il y a du mouvement ailleurs. Moi, je peux vous inviter, si vous voulez, à la fin de l'émission, et à me suivre à la réunion hebdomadaire du PNP. Ce n'est pas moins de 300-400 personnes. Et ça, chaque samedi. Je vais vous envoyer la photo dès que je serai là par WhatsApp. C'est facile aujourd'hui. Donc, le pays bouge. Il y a des partis politiques qui bougent. Les journalistes, c'est vrai, c'est des amis. C'est des amis à moi. Je voudrais leur demander de mettre l'œil ailleurs. De mettre l'oreille ailleurs que là où ils ont l'habitude de les mettre. Et peut-être qu'ils vont entendre, qu'ils vont voir autre chose. D'accord. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. On va venir à notre premier sujet. Hein. Vous êtes leader politique, un Togolais dans le sang. Hein, et vous avez dû être fier de cette qualification brillante des éperviers pour la CAN Gabon 2017. Oui, bien sûr. J'étais moi-même footballeur. Et donc, je suis très fier d'avoir des Togolais pour cette qualification. Et vous voyez, les Togolais ont quand même porté cette équipe. Et tout le monde est heureux. Alors, est-ce que vous pensez que c'était de la chance? Ou bien c'était un travail bien fait dans la discipline qui a payé? Non, vous savez, la chance ne sourit pas aux paresseux. La chance ne vient pas tomber sur le toit de quelqu'un qui est en train de dormir. Ça n'existe pas. Et parfois, même quand on parle de chance, c'est l'issue heureuse d'un travail bien fait. D'un travail bien fait, d'un travail auquel l'on s'est obstiné. Vous savez, quand moi j'ai suivi le match, j'ai vu les combinaisons, j'ai vu les jeux, comment il était mené, et j'ai vu comment le jeu était construit. Et on ne peut pas dire que c'est le fruit d'une chance. J'ai vu comment Cheikh Adebayo a joué son rôle de leader. Vous savez, parfois quand on regarde bien le football, moi j'ai l'impression que marquer ou être buteur, c'est moins difficile et moins honorable qu'être passeur. Et vous avez vu les remises, en tout cas les passes que Cheikh Adebayo a fait. Et ça, il a confirmé sa grandeur. Sur 3 passes décisives. Donc quand vous voyez comment le jeu s'est déroulé, on ne peut pas dire que c'est de la chance. Nous avons eu de la chance, mais c'est avant tout le travail qui a payé. Et là, nous profitons pour dire notre remerciement, en tout cas féliciter les footballeurs. Cheikh Adebayo avant tout, et les autres, toute l'équipe, mais aussi l'entraîneur, l'équipe technique. Les supporters aussi qui ont poussé. Vous savez, même ceux qui étaient dans leur maison, qui ne sont pas loin du stade, ont quand même vibré. C'est pas de bonheur à ce match. Vous savez, le bonheur, c'est pas courant au Togo. Et donc, pour ces quelques moments de bonheur, et je crois que dans les quartiers proches, les gens l'ont partagé. Et donc, félicitations aux éperviers, à l'équipe technique, à l'entraîneur,
aux Togolais dans l'ensemble et aux supporters qui étaient là, hommes, femmes, enfants et grands. Alors, en tout cas, hein, dans le football togolais, on est vraiment habitué au calcul. Si tel perd, si tel fait match nul, si tel fait ceci, nous avons la chance de faire ceci. Est-ce que vous pensez qu'on va longtemps continuer sur cette lancée-là? Tant que la gouvernance politique reste comme elle est, c'est comme ça que nous allons. Oui, mais là, nous sommes dans le football, nous sommes pas dans la politique. Oui, vous savez, quand vous avez une plaie au pied et que, parce que vous avez la plaie au pied, le ganglion apparaît, vous ne soignez pas le ganglion. Parce que le ganglion est là du fait de la plaie. Si vous mettez à soigner le ganglion, il ne disparaît pas. Il est venu par la plaie. Le poisson est pourri par la tête. C'est la tête qu'il faut sauver. Et donc, la gouvernance politique... Mais vous n'allez pas me dire que le responsable des sports, ce n'est pas un ministre. Il y a un ministre en charge des sports. Et donc, qui a en charge le football. Et donc, c'est le gouvernement. Donc, c'est du politique. Le football togolais se portera mieux quand il aura l'alternance. Parce que là, vous savez, le Togo a... Là, on ne voit pas très bien le lien. J'étais en train de vous dire que la gouvernance du football fait partie de la gouvernance politique en général. Parce que vous avez un ministre chargé du football. Et c'est pour cela que quand vous faites l'histoire du football togolais, ça suit aussi l'évolution politique. Au moment où le Togo tutoyait le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous vous souvenez de la catastrophe, de la pagaille en Afrique du Sud, de la pagaille au mondial en Allemagne. Ça, c'est de la gouvernance. Et ça c'est lié aussi à la pagaille qui se déroule au niveau de la gouvernance politique. C'est lié. C'est lié. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut aussi éviter que cette victoire soit politisée. Il y a un risque de politisation de cette victoire par le ministre en charge du sport. Il y a un risque énorme de politisation. Mais je voudrais aussi dire aux Togolais qu'il ne faut pas que cette victoire, que l'euphorie éclipse le vrai enjeu, c'est-à-dire la vraie gouvernance. Parce que finalement, le Togo est mal gouverné. Et même quand les jeunes se battent sur le terrain, pour quelle reconnaissance historique après? Si Kaolo n'est pas reconnu, si le Togo aujourd'hui, le pouvoir politique togolais aujourd'hui n'a pas d'égard à Petit Kaolo, c'est ça? Au docteur Kaolo, je ne sais pas ce qu'il dira qu'il y a un stade à Tchévier qui porte son nom. Oui, mais vous pensez que la taille de Kaolo, c'est le stade de Tchévier qu'il faut? Les gens de Tchévier ont quand même peut-être, on peut leur accorder le fait qu'ils aient pris une mesure conservatoire. Mais à Petit Kaolo n'est pas de Tchévier. Si vous, M. Niaoui, vous êtes un grand footballeur au Togo et que vous êtes de Kovié, que c'est le stade de Kovié qui va être nommé en votre nom, Niaoui, ce n'est pas sérieux. On est un État. Donc si on n'a pas fait de reconnaissance, on n'a pas observé de la reconnaissance à l'égard de Kaolo, je ne sais pas ce qui va se passer avec Cheyi Adebayo. Mais là, vous faites un lien entre... Pourquoi le stade de Kégué n'est pas dénommé stade Apiti Kaolo de Kégué? Pourquoi pas? Si demain le PLP est au pouvoir, ce stade va être dénommé Apiti Kaolo et on verra s'il y aura un stade chez Adebayo. Parce que moi j'ai été footballeur. Je me suis battu pour mon quartier. Je me suis battu pour mon village et même pour la préfecture. Je sais ce que ça coûte d'être sur le terrain et de se saigner, ou en tout cas de transpirer, de mouiller le maillot pour son pays. Et donc ces gens-là ont droit à la reconnaissance. Mais ce n'est pas fait au Togo. Mais là, vous faites un lien entre sport, enfin football et puis politique. Est-ce que vous pensez que ce lien s'impose dans le contexte là où, à un moment donné, le gouvernement ou les autorités ont quand même senti qu'il faut faire les choses autrement? Ils ont recruté un entraîneur de haut niveau. Au niveau de la fédération, des élections sont passées. Et c'est un peu tout cela qui a permis à la mayonnaise de prendre. Ils sont prêts à payer 10 milliards à un entraîneur. Pourquoi? Leur logique est toute simple, M. Niaoui. Nous nous rendons compte aujourd'hui que les Togolais aiment le football. Ou même en Afrique, c'est pareil. Les Togolais aiment le football, ils l'adorent. Et donc, s'ils aiment le football, il faut financer par là. Mais en même temps, ça leur permet de nous distraire des vrais enjeux. C'est qu'on veut détourner l'attention des gens. C'est pour ça qu'entre-temps, je disais qu'il fallait que l'euphorie cache le vrai problème, la malgouvernance du pays. Nous sommes qualifiés, nous sommes heureux. Nous allons à la CAN, nous sommes heureux. Mais nous n'oublions pas, parce que vous savez, mine de rien, la CAN allait coïncider avec les législatives prochaines. Il faut que les Togolais gardent à l'idée que pendant la CAN prochaine, nous sommes à la veille des échéances électorales. Et donc,
les gens vont être distraits vers le football pendant qu'ils sont en train de faire leur organisation pour remporter les élections législatives et revenir sur des choses peut-être dont nous aurons l'occasion de parler. Mais les législatives, c'est 2018. La CAN, c'est janvier à février 2017. Oui, 2017, oui. Oui, les élections législatives de 2018 ne se préparent pas en 2018. Ça se prépare même en 2016. Vous voyez, donc, c'est juste pour dire que, parce que le pouvoir s'est rendu compte que les gens aiment le football, bon voilà, comme ils aiment le football, nous allons maximiser, ou en tout cas mettre des efforts là, et puis en ce moment ils vont être distraits, ils vont être contents pendant que nous sommes en train de travailler au maintien du pouvoir à l'éternel. Alors Tipi Achadam, est-ce que c'est tellement difficile aujourd'hui quand même de reconnaître que, parce que il vous souvenez dans un passé pas si lointain que ça, lorsque le gouvernement semblait se désintéresser du football, tout le monde dit ah non, il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Maintenant qu'ils ont pris leurs responsabilités, on fait venir un entraîneur de très haut niveau, on supervise des élections qui sont très bien déroulées et que les choses semblent aller dans le bon sens, tout le monde dit ah, ils veulent nous détourner, c'est pour ça qu'ils mettent les moyens. J'essaie de vous dire pourquoi ils le font et j'alerte l'opinion sur le risque que l'euphorie nous distrait de la vraie gouvernance, la malgouvernance, parce que vous savez, pendant que nous sommes contents au stade, passer à l'hôpital de Toko, on voit ce qui se passe. Pendant que nous sommes contents là-bas, passer à l'école, voir ce qui se passe. Pendant que nous sommes contents au stade, passer dans les maisons, dans les foires, voir comment les femmes triment. C'est ça. Oui, ils mettent les moyens, mais il faut éviter de politiser et de nous distraire. C'est important le football. Mais nous voyons aussi que ce football souffre de la malgouvernance du pays. Voilà le lien. Alors de toutes les façons, nous sommes aujourd'hui qualifiés pour la CAN Gabon 2017. Est-ce que vous pensez qu'on a les chances d'aller loin? En tout cas de faire mieux qu'en 2013. Moi je crois que si le travail qui a commencé continue, on peut aller loin, on peut avoir espoir. En tout cas personnellement, moi j'ai espoir. Parce que là tout le monde d'ailleurs semblait être surpris de la qualification, même l'entraîneur, il était recruté pour qualifier les éperviers en 2019, là il est surpris par 2017. Mais les buts n'étaient pas des buts de hasard. Bon là c'est le Djibouti, c'est le petit poussin, hein. Tout le monde pouvait battre le Djibouti. Mais c'était bien construit. C'était bien construit. Il faut... Cette équipe peut aller loin. C'est mon intime conviction. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Je peux me tromper. Mais si on travaille encore, on maintient ce qui a été fait, on travaille encore. Et s'ils restent ensemble aussi, peut-être qu'il faudra voir si l'entraîneur ne peut pas recruter encore. Parce qu'ailleurs, l'entraîneur a l'occasion de circuler, de faire le tour du pays. Parce que vous savez... Pour détecter les talents. Pour détecter les talents. Vous savez, vous pouvez tomber dans un village sans nom. J'appelle village sans nom, un village anonyme, un village perdu quelque part, et puis tomber sur une star qui va venir bouleverser bouleverser la hiérarchie dans le football. Et donc, il faut donner l'occasion à l'entraîneur de circuler, d'aller depuis Saint-Cassé jusqu'à Anéon, voir ce qui se passe. Il paraît que selon la petite histoire que JJ Okocha aurait été recruté au bord de la route, c'est-à-dire l'entraîneur passait, il a vu des jeunes en train de jouer et il a détecté Okocha. Donc c'est aussi donner le temps à l'entraîneur de faire le tour, même dans les quartiers. Vous voyez les enfants, ça joue partout à Lomé, ça joue partout aussi dans les villes de l'intérieur. Et comme notre entraîneur, c'est un ancien, c'est un expérimenté, il a l'œil, donc il peut détecter les oiseaux rares et puis renforcer cette équipe-là. C'est vrai, nous avons des professionnels, les expatriés, nous avons aussi les gens dans l'équipe qui sont les talents, oui, locaux, mais il faut peut-être lui donner l'occasion d'aller chercher ailleurs pour compléter cet effectif. Et moi, dans tous les cas, moi je crois au... Peut-être que la reprise, hein, ce 11 septembre du championnat pourrait apporter de l'eau à son... Voilà aussi une opportunité. Et je crois que même les joueurs sont en train de penser à ça. Ils se disent, ben, écoutez, si je fais bien, je peux être sélectionné. Et donc, il y a de l'émulation. Et je crois que là aussi, il peut y avoir quelques joueurs qui vont lui permettre de compléter son effectif et nous permettre de croire, de rêver à la CAN prochaine. Alors, au même moment, on va demander, hein, sans doute, lorsque les éperviers vont participer à la CAN, on va demander encore que les gens contribuent. C'est peut-être nos crédits de communication qu'on va prendre à notre insu, ou bien c'est le prix du ciment qui va encore grimper. Tant mieux qu'aujourd'hui, le ciment Dangote a permis aux gens de souffler un peu, ou bien on va ponctionner des sous quelque part, et après, il n'y a jamais des comptes. Est-ce que les comptes de la CAN 2013, il n'est pas opportun que cela soit fait? C'est l'occasion, M. Niaoui. C'est l'occasion aux Togolais d'exiger les comptes avant de contribuer à nouveau. Mais les gens l'exigent quand même. Il faut l'exiger d'une manière plus serrée, d'une manière plus bruyante. Vous ne pouvez pas collecter de l'argent public. Vous dites, nous allons à la CAN, les éperviers ont besoin du support, parce que les éperviers, c'est une équipe nationale.
Donc tous les Togolais doivent participer. L'effort de guerre doit venir de tout le monde, de chacun et de tout le monde. On le fait et personne ne rend compte. Et puis tout bonnement, un beau matin, on vous dit, il y a une nouvelle canne. Il faut venir contribuer. Ah non. Ah non. Il faut que les Togolais aient le compte avant qu'on leur demande de contribuer à nouveau. Sinon, ce n'est pas sérieux. C'est tout simplement pas sérieux. Qu'est-ce qu'il en est des comptes? Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il est si difficile de faire les comptes parce que la gestion de la CAN 2013 a été confiée quand même au Premier ministre? C'est inimaginable de se dire que cette personnalité-là, quand on lui confie une gestion et qu'après il y ait des problèmes à faire les comptes, qu'est-ce qui pourrait se passer au sommet de l'État? Oui, le problème c'est que chez nous, au Togo, ici, les lois sont c'est une toile d'araignée qui n'arrête que les petites mouches. Tout le monde quand on est haut placé, on peut se permettre n'importe quoi. Hein. Vous voyez Ayassor, tout ce qu'on a dit sur Ayassor est en train de se couler quelques congés en Europe. Voyez-vous. Bon, donc, au fur et à mesure que vous montez au Togo, sur l'échelle des responsabilités, vous échappez à la loi. Et quand vous échappez à la loi, vous permettez tout. Comment se fait-il qu'un Premier ministre, d'abord qu'on attribue à un Premier ministre la gestion des fonds à une CAN? Même ce choix moi j'ai trouvé ce choix bizarre. Maintenant que ça a été fait, pourquoi le Premier ministre ne rend pas compte? Certainement, il a quand même utilisé un comptable ou des comptables pour faire le travail, qu'il appelle ce comptable pour mettre les papiers en ordre et faire le compte. Il semble que mais les Togolais sont en droit de refuser, de contribuer à nouveau tant que les comptes ne sont pas. Mais là, les gens n'ont pas le choix, puisque quand on demande de contribuer, c'est peut-être on grimpe le prix d'une boisson, on grimpe le prix du ciment, c'est les crédits de communication qu'on fonctionne. Les gens n'ont pas vraiment le choix. Si vraiment ils n'ont pas le choix, ils ont l'occasion de faire partir ce système. En quoi faisons? Ce n'est que les élections. Il n'y a pas que les élections. Bon, de toute façon, on reviendra sur cette question-là. Mais là, comment est-ce qu'on peut exiger que les comptes de la CAN... Parce que les journalistes en parlent énormément, mais apparemment, aucun signal positif ne semble venir de ce côté-là. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est aussi parce qu'on est gouverné par des effrontés, vous m'excusez. Parce que vous savez, dans d'autres pays, l'opinion publique, c'est quelque chose d'important. C'est le gouvernail. C'est le gouvernail du politique. Ici, on parle, on écrit, mais rien ne bouge. Vous voyez, prenez les pays avancés, les pays avancés en démocratie, les pays occidentaux par exemple, ou au Ghana à côté, ou au Bénin. Oui, pourquoi je vais loin? Au Ghana à côté, au Bénin à côté, l'opinion est respectée. Il suffit d'un petit bruit de l'opinion pour que les gouvernants changent, se ravisent. Mais au Togo, vous criez, vous manifestez, vous parlez, les journaux se battent, mais rien ne bouge. Oui, c'est un peu comme toujours ce slogan, le chien aboie, la caravane passe, et c'est regrettable, c'est triste. Pourquoi ils ne tiennent pas compte de l'opinion publique alors qu'ils sont en train de gouverner un pays? Moi, je ne comprends pas ça. Donc, dans un pays normal, on n'a pas besoin de manifester ou de crier comme on le fait pour que l'on demande au Premier ministre, à l'ancien Premier ministre, de venir faire le compte. Rien qu'un seul journal, sur une seule ligne, n'est-ce pas? Dans d'autres pays, cela suffit pour interpeller le Premier ministre. Ici, chaque journal s'y met sur plusieurs pages, et sur des radios, sur des télévisions comme nous sommes là, mais personne n'est inquiété. Comme je parlais aussi de Ayassor qui peut être en train de, aujourd'hui dans un hôtel ou dans une maison privée en Europe. C'est pas facile ça, voyez-vous. Donc, c'est quand même curieux comme gouvernance. À l'intérieur, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est malheureux. Mais là, est-ce que les gens vraiment... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Moi, je pense que il faut, s'il le faut, il faudra organiser une manifestation publique de rue pour réclamer les comptes. Pour réclamer les comptes. Même en général, pourquoi ne pas sortir pour demander et les comptes de la CAN et aussi pour demander que la question des Panama Papers soit réglée. Quel est ce pays où on entend que tel a pris tel milliard, tel million, telle centaine de millions et puis personne ne bouge? Oui, on peut avoir une manifestation de rue pacifique, c'est aussi illégal, pour demander à ce que le Premier soit interpellé pour qu'il rende les comptes. Alors, si moi, à Tchadam, on me dit, écoute, à la CAN prochaine, monsieur Tchadam, on vous confie la gestion des fonds. Qu'est-ce qui prouve ou qu'est-ce qui garantit que moi, à Tchadam, je vais gérer dans la transparence? Parce que je sais qu'il y a eu un précédent.
L'ancien Premier ministre n'a pas fait de compte. Et donc moi, on me choisit cette fois. Je dis, bon, très bien, c'est tant mieux, je me frotte les mains. Et là, je me prépare à faire ce que je veux. Voilà. Donc il faut éviter qu'il y ait de précédents. Si on suppose que nous sommes dans la continuité de l'État, l'ancien Premier ministre, il n'est plus là. Il y a un nouveau qui est là, lui au moins il peut prendre ses responsabilités. Le nouveau va vous dire, je n'ai pas géré, je ne rends pas compte. Mais le rapport lui a été remis. Mais pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il n'en parle pas? Mais ce ne sera pas à lui de venir s'expliquer. Parce que vous ne pouvez pas, parce qu'il est ministre, actuellement il est ministre, chargé il est Premier ministre, que vous allez demander de rendre compte du ministre précédent. Non. Il vous dira, j'ai reçu des comptes, voici l'état des comptes, mais s'il y a un contentieux sur ce compte, sur ce dossier-là, c'est plutôt au ministre qui a géré le moment. N'est-ce pas? Le ministre du moment, le Premier ministre du moment qui va être interpellé sur la question, c'est lui qui aura à répondre. Est-ce que tout ça, c'est pas quand même des couacs qui risquent d'accompagner les éperviers à la prochaine CAN? Non, en réalité, ce n'est pas des questions compliquées. Parce que s'ils sentent qu'on demande des efforts de guerre aux populations et que les gens ne sont pas prêts à le faire, parce qu'il y a des précédents... On n'a pas besoin de finaliser la procédure d'interpellation du Premier ministre avant d'aller à la CAN. Et si cette procédure est déclenchée et que les Togolais se rendent compte qu'elle va être menée de façon sérieuse, ils vont continuer par contribuer. Où est le problème? On leur dira, oui, vous voyez, le processus s'est déclenché, le ministre va rendre compte, il a commencé, il est interpellé. En ce moment, il peut parallèlement, qui sont en train de contribuer à la CAN prochaine, le dossier, la procédure sur la gestion du Premier ministre, passer continue. On n'a pas besoin de finir un pour commencer l'autre. Non, on peut le mener de façon simultanée, de façon parallèle, je veux dire. En tout cas, toutes nos bonnes intentions accompagnent les éperviers à la prochaine CAN Gabon 2017 et espérons qu'ils fassent mieux qu'en 2013 où ils ont été quart de finalistes. Nous allons parler à présent dans notre sujet qui fait également grand bruit, c'est le sommet de l'Union africaine, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime que le Togo se prépare à accueillir du 11 au 15 octobre prochain. Il nous souvient que ce sommet avait été déjà programmé l'année dernière. Elle n'a pas pu se tenir. Cette fois, tout le monde croise les doigts que ce soit la bonne. Mais est-ce que vous comprenez, Tipi Etchadam, je ne vais pas dire l'obsession, mais pourquoi le gouvernement tient tant à un sommet sur la sécurité maritime? Je me pose la même question, M. Niaoui. D'abord, qu'est-ce que ça apporte au Togo? Qu'est-ce que ça apporte aux Togolais? Je m'interroge aussi longuement sur le contexte justificatif d'une telle rencontre. J'aimerais bien voir la fiche de projet. On parle de la piraterie maritime, la lutte contre ce fléau, etc. Mais combien d'actes de piraterie y a-t-il eu sur nos mers ici? Golfe de Guinée. Au Golfe de Guinée. Moi, je pense que le vrai problème, c'est une question de recherche de légitimité. Vous croyez? Vous savez, le système togolais, depuis Yadema aujourd'hui, a eu une légitimité extravertie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il recherche l'appui ou en tout cas l'aval de l'opinion extérieure. L'opinion intérieure ne les concerne nullement. Ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire, l'opinion nationale n'est pas leur problème. Et donc, pour eux, il suffit que l'opinion internationale dise « Ah, ça marche, le Togo a quand même évolué. » Voilà. Et ils sont là. Sinon, moi, je ne comprends pas. Et puis, une autre question, de quoi a-t-on peur? Parce qu'apparemment, nous apprenons qu'à la rentrée, des enseignants sont en train de se préparer pour des contestations. Alors on dit, on repousse la rentrée. Au 17 octobre. Et si au 17 octobre, les enseignants se mettent... Même la rentrée universitaire est repoussée. Et si au 17 octobre, les enseignants, les étudiants se mettent en grève ou à manifester, allons-on convoquer un nouveau sommet? Bon, là, le sommet. Mais est-ce que le sommet est une réponse aux préoccupations des enseignants? Moi, je ne comprends pas ça. Mais ça aussi traduit la fébrilité du système en place. Et aussi leur vision de l'éducation au Togo. Reporter une rentrée scolaire pour un sommet. Moi, je ne comprends pas. Mais ça aussi, c'est parce que... Ils veulent peut-être que toutes les énergies, que tout le monde soit concentré pour profiter au maximum des retombées de ce sommet. C'est quoi les retombées qui sont plus élevées, qui sont plus importantes que l'éducation nationale? Bon, il paraît qu'il y a l'économie bleue. L'économie bleue, ça aussi, c'est des nouveaux concepts. Des milliers d'emplois. J'ai vu aussi tout le monde
tout le monde, comment dire, venu sur ce nouveau concept. Vous savez, les gens sont friands de nouveaux concepts, économie bleue, qu'est-ce que ça vous rapporte concrètement, il faut le dire. Maintenant, dans quel pays on reprend une rentrée scolaire parce qu'on organise un sommet? Ailleurs, vous avez des sommets, et puis la rentrée scolaire se déroule, mais encore une fois, c'est aussi un mécanisme qui rentre dans leur stratégie de conservation du pouvoir. Et comme je disais aussi, la légitimité extravertie. Ils s'en foutent. En tout cas, ils se foutent de l'opinion publique nationale. Mais heureusement, pour eux, cette opinion n'est pas encore très alerte. Parce que dans un autre pays, je me demande combien d'électeurs vont plébisciter unir aux prochaines élections. Parce que les parents d'élèves, Dieu sait combien ils sont. Parents d'élèves, c'est en même temps père et mère. Et parmi les élèves, vous avez peu d'électeurs. Mais parmi les parents, vous avez beaucoup d'électeurs. Oui, mais là, eux-mêmes, ils vous diront que leurs propres enfants sont également concernés parce qu'ils sont inscrits dans les écoles ici. Pas là où les nôtres sont. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, et ils peuvent sortir, ils peuvent aller ailleurs. Mais ça montre que le gouvernement actuel, ou en tout cas le régime en place, n'a pas d'ambition en termes d'éducation pour notre pays. Vous croyez qu'au Bénin ou ailleurs ou au Ghana, ça peut se passer? Mais en quoi ce sommet est contradictoire ou est exclusif de la rentrée scolaire? L'hôtel où vont se dérouler les travaux, ce n'est pas un amphithéâtre. Ce n'est pas une salle de classe. La dernière fois, j'apprenais, ou en tout cas j'ai vu, dans un collège du quartier, les jeunes devaient aller jouer là-bas, on leur a dit non, vous ne pouvez pas jouer. Pourquoi? Parce que les étudiants viennent composer dans des classes, dans un collège, dans un quartier de Lomé. Ce n'est pas sérieux. Donc, c'était des dispositifs que l'université de Lomé a pris pour permettre à ce que la rentrée, l'année universitaire s'achève dans les meilleurs délais. Oui, mais je leur repose aussi la question. Si à la rentrée les mouvements reprennent, vont-ils la reporter ou vont-ils convoquer un nouveau sommet? Ils veulent tout simplement que l'opinion internationale dise oui, c'est vrai, le Togo a changé, oui, c'est vrai, ils ont fait quand même des efforts, on tient des sommets chez eux. Oui, monsieur Niaoui, du temps de Yadema, le Togo était considéré comme la terre des sommets, la terre des grandes rencontres. Je ne me rappelle plus du lexique, du vocabulaire utilisé à l'époque. Qu'est-ce que ça a rapporté au Togo? Mais là, qu'est-ce que ça a rapporté au Togo? Sur l'ère Faure-Gnassingbé, c'est la première véritable rencontre qui va amener beaucoup de personnalités, de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de ministres. Enfin, il y aura des personnalités énormes dans notre pays. Dans un pays où vous n'avez pas un seul scanner, dans le public, dans un pays où tout manque, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, dans un pays où tout le monde crie, dans un pays où nous sommes sous irrigation goutte à goutte. Ce n'est pas sérieux. Et vous savez, souvent, c'est quand des États ne veulent pas organiser des séances, des rencontres trop dispendieuses que le Togo s'en accapare. C'est souvent comme ça. Approchez, vous écouterez, vous aurez le nom des États qui ont refusé d'organiser un tel sommet. Mais c'est dans ces situations que le Togo dit, nous, on va organiser. Oui, mais parce là, que ça leur permet. Il paraît, parce que nous étions à une rencontre avec le ministre de la Communication qui nous a dit que les délégations qui arrivent sont à leurs propres frais. Les délégations sont à leurs propres frais, mais il ne vous dira pas combien ça coûte au Togo. Il ne le dira jamais. Ça aussi, il faut qu'il l'explique. Il ne faut pas qu'il attende une délégation arriver à son bureau. Pourquoi il ne communique pas? Pourquoi il ne monte pas à la télévision, à la TVT, que nous payons tous? Ce n'est pas sa télévision, pour nous dire, voilà sur quel fond s'organise le sommet. Nous contribuons en tel, mais ceux qui viennent payent tel pour eux-mêmes. Mais quel rapport il y a entre le sommet et la rentrée, encore une fois? Donc, ils veulent utiliser ce sommet. D'abord pour l'opinion internationale, ensuite pour dire, si nous reportons et qu'à la rentrée les enseignants se mettent à bouder, c'est les parents d'élèves qui vont se retourner contre eux et disent, écoutez, vous aussi, on a reporté la rentrée et maintenant, vous cherchez une année blanche pour nos enfants, il faut aller à l'école. Et en ce moment, ils pensent que les parents d'élèves vont se retourner contre les enseignants. Ce n'est pas sérieux, tout simplement. Ce n'est pas sérieux. Alors maintenant, le sujet même de la sécurité maritime, dans le contexte où le terrorisme préoccupe tout le monde, est-ce que ces deux sujets, on peut les placer dans la même balance? Le terrorisme, oui.
Mais vous savez... Parce que peut-être si on disait un sommet de l'Union africaine sur le terrorisme, ça pourrait se comprendre. Mais sur la sécurité maritime, où aujourd'hui on n'entend plus vraiment, il y a eu des mesures qui ont été prises pour lutter contre le fléau, on se dit que ce n'est plus vraiment opportun. Oui, mais là aussi, ils peuvent faire le lien tout rapidement et ils vont vous dire, oui, c'est vrai, les terroristes, on ne sait pas par où ils entrent. Les terroristes peuvent arriver par avion, ils peuvent arriver par la voie terrestre, ils peuvent aussi arriver par la voie maritime. Et là, en ce moment, ils ont fait le lien. Mais le problème, c'est que le terrorisme renvoie à la question de la sécurité. L'Afrique n'est pas un continent en sécurité. La grande partie, ou la bonne partie des interventions des Nations Unies, en termes de sécurité et de paix, se déroule en Afrique. Mais il y a un problème à la source. Quelle est la voie de l'Afrique au Conseil de sécurité? Et l'Afrique est le seul continent qui laisse sa sécurité entre les mains d'autrui. La sécurité en Afrique n'est pas l'affaire des Africains. Vous voyez ce que je dis? Les Nations Unies font la sécurité en Afrique, mais ce n'est pas les Nations Unies qui font la sécurité en Europe ou aux États-Unis. Nous avons l'impression que l'Afrique abdique. Elle a abdiqué et elle a cédé, n'est-ce pas, son avenir au système des Nations Unies. On a comme l'impression que au niveau de la santé, nous comptons sur l'OMS. Bon, au niveau de l'éducation, sur l'UNESCO. Du moment que ça ne coûte pas au gouvernement, on peut... Oh, mais le problème, c'est que quand vous attribuez, ou en tout cas quand vous laissez votre sécurité assurée par autrui, et que vous êtes un continent riche, il y a un problème. Il y a un problème parce que on peut vous déstabiliser à tout moment. L'Afrique regorge de ressources. Et donc, vous ne pouvez pas. Aucun continent ne l'a fait. Aucun continent ne l'a fait. C'est pour cela qu'on dit aux Africains, vous ne pouvez pas avoir un destin sérieux tant que vous n'êtes pas encore un État fédéral. Relisez l'histoire des États-Unis. C'est pour cela que les États-Unis ont combattu la sécession du Sud. Relisez l'histoire de l'Europe. C'est des guerres interminables entre les nations. Depuis qu'on a commencé par parler de l'Union européenne, les guerres sont finies en Europe. Mais cette union aussi s'effrite aujourd'hui. Oui, en fait, s'effriter, ça aussi, c'est conforme à leur histoire. Vous savez, l'Europe, c'est les nations. L'Europe, c'est les nations. Il faut relire les cités grecques. Entre deux cités grecques, il n'y avait pas de citoyens qui se touchaient. Hein. Vous savez, à Athènes, quand vous tuez un étranger, vous n'êtes pas jugé. Il est sans loi, il est sans terre, vous voyez. Et donc, c'est des cités égoïstes, c'est des cités jalouses. Donc, les nations en Europe, ce n'est pas la même chose en Afrique. Vous savez, même physiquement, vous pouvez distinguer un Américain d'un Français, un Français d'un Allemand. Mais monsieur Niaoui, on ne peut pas vous distinguer du Ghanéen, du Nigérian, du Burkinabé. Voyez-vous, donc c'est aussi la question de la résurgence des nations en Europe. Et ça, ils vont faire face à ce problème aujourd'hui. Donc, le Brexit, comme on le dit, repose le problème des nations en Europe. Et ils vont faire face à la résurgence des nations. Vous voyez que la droite avance aujourd'hui. Elle continue d'émerger en Europe. Et ça, c'est un problème européen. Ce n'est pas le nôtre. Il faut éviter aussi que quand il y a un problème en Europe, qui devienne automatiquement un problème africain. Ce n'est pas notre problème. Mais c'est aussi un problème sur lequel nous pouvons réfléchir et contribuer. N'est-ce pas? Réfléchir avec eux. Mais je constate que l'Afrique ne peut pas être sécurisée en dehors des États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas possible. Parce que sécurité et démocratie se tiennent et se renforcent mutuellement. Tant que vous n'êtes pas en sécurité, vous pouvez asseoir la démocratie. Voilà. Mais jusqu'à présent, quand nous sommes menacés, nous faisons appel à l'ancien colonisateur. Ça, c'est triste pour un continent comme l'Afrique. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est de faire en sorte que l'unité commence par fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'Union africaine, mais on a créé l'OUA, mais jusqu'à présent, les peuples sont unis, mais les gouvernements ne le sont pas. C'est-à-dire quand vous allez en Europe, c'est le pouvoir politique qui veut l'unité. Les citoyens n'en veulent pas, mais en Afrique, les citoyens veulent de l'unité, mais c'est le pouvoir politique qui continue de nous maintenir dans les micro-États à l'intérieur desquels nous végétons. Quelle est la viabilité économique d'un État comme le Togo? Le marché est étriqué.
Et on vous a découpé en UEMOA, en je ne sais pas quoi. Donc il faudra aussi poser la question des 3 piliers de la souveraineté, c'est-à-dire la monnaie, l'armée et le droit. On vous tient par les 3 éléments. C'est le droit français qui est appliqué au Togo. L'armée, comme je le disais, l'Afrique n'a pas la responsabilité, n'a pas la main libre pour sa sécurité. C'est pas nous qui assurons notre propre sécurité. La monnaie, je ne vous en parle pas. Je ne vous en parle pas. Vous connaissez un précédent où un État s'est développé sur la base d'une monnaie étrangère? La France l'a refusé sous l'occupation allemande. Il y avait une parité qui a été établie entre le Deutsche Mark et le franc français durant l'occupation. Les Français l'ont rejeté, il faut leur demander. Donc, le destin africain est un destin fédéral. Il n'y a pas d'issue. Seul l'État fédéral est viable, l'a dit Cheikh Anta Diop par son temps, paix à son âme. Seul l'État fédéral est viable. C'est pour cela qu'il faut penser déjà aux partis politiques à l'échelle continentale. Vous savez, dans l'article 38 des statuts du Parti national panafricain, nous avons prévu la possibilité d'une fusion avec des partis d'obédience panafricaine. Pour retourner aux partis comme les RDA et autres, on ne va pas continuer comme on est en train de le faire. Pour que finalement l'Afrique reprenne sa responsabilité et se pose comme un continent qui compte, un continent respecté, qui peut toiser les autres. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est regrettable. Mais là, est-ce que, si vous parlez de la fédération, la nation, enfin un continent fédéral, est-ce que des sommets qui rassemblent quand même tout le continent ne sont pas l'occasion de créer également cette envie d'aller au fédéralisme? Oui, mais ça traîne. Ça traîne. Depuis qu'on parle de l'unité africaine, ça traîne. Vous savez, si nous n'allons pas vite dans l'unification du continent, nous allons faire les frais. Nous risquons de faire les frais de l'évolution de l'humanité. Parce que nous sommes à l'époque des grands ensembles. L'Amérique, la Chine. C'est un pays continent. Poutine n'est pas d'accord avec la disparition de l'URSS. Ils vont retravailler là-dessus. Mais si ces grands ensembles doivent vivre de l'Afrique, nous n'allons pas survivre. Parce que vous avez des ressources qu'ils n'ont pas chez eux. Et c'est normal qu'ils cherchent les ressources là où ils les trouvent. Quand vous arrivez dans certains pays et qu'on présente aux étudiants, ou en tout cas aux élèves, la carte de l'Afrique, c'est une carte de ressources. C'est une carte de ressources minières, comme un sol inhabité. Le combat entre les grands ensembles est un combat sérieux, mais les Africains ne se rendent pas compte, et c'est malheureux. Vous voyez, la marche du monde n'est que décomposition, recomposition. Les gens ont l'impression que la conférence de Berlin a clos ses travaux. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il y a toujours des nouveaux venus, des nouveaux participants qui sont enregistrés. C'est pour ça qu'il faut couper, découper, recouper. Vous avez vu sous les yeux, on a découpé le Soudan. Le Nigeria est menacé de partition. Le Mali est menacé de désintégration. La conférence de Berlin n'a pas clos ses travaux. Il faut que les Africains ouvrent les yeux. Vous vous rendez compte, la Première Guerre mondiale a été aussi une des causes de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on ne le dit pas souvent. C'est pour cela que quand vous regardez de très près, moi j'ai suivi un documentaire à la télé où on présente Hitler et Staline et Franco et les autres comme des gens qui ont fait la Première Guerre et qui ont préparé la Deuxième Guerre. C'est-à-dire qu'il fallait provoquer une Deuxième Guerre pour corriger en tout cas les injustices, les inégalités dans le partage. Oui. Oui. Et ce partage, il continue. C'est de ce partage que Tikenja a parlé quand, dans sa chanson. Vous prenez tel, vous me remettez tel, moi je prends tel, vous prenez tel. La conférence de Berlin continue et les participants ont changé de nom. Aujourd'hui, il s'appelle Communauté internationale. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. La marche du monde, c'est la recomposition. Vous regardez ce qui se joue entre la Syrie et la Turquie. Les Kurdes et autres, c'est ça le mouvement du monde. Et il faut le comprendre et jouer avec. Et maîtriser les grandes questions qui animent les débats. Mais jusque-là, on a l'impression que nous, on est en marge de ces questions-là.
Oui, parce que aussi votre éducation n'est pas entre vos mains. Le programme d'histoire, par exemple, on nous enseigne une histoire qui a été écrite sans nous et contre nous, et nos enfants avalent cette histoire. Aujourd'hui, tous les juristes togolais maîtrisent le droit, le droit romain, même l'histoire du droit romain. Mais rares sont ceux qui vont parler du droit égyptien. Je parle du Kemet, l'Égypte pharaonique. Rares sont ceux-là. Aujourd'hui, vous avez des professeurs, des étudiants en droit qui maîtrisent tous les systèmes politiques, tous les régimes politiques occidentaux. Mais ils ne sont pas capables de vous parler des systèmes politiques en Afrique noire, depuis l'Égypte aux empires et aux royaumes, et dans nos villages. Or, notre droit a besoin de s'enraciner avant de s'ouvrir. Parce que ailleurs, c'est cela. Vous pouvez faire le lien entre la mythologie grecque, la philosophie grecque, et le droit européen, le droit romain. C'est une suite. Le droit ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une mécanique tombée du ciel, c'est un produit social. Oui, vous ne maîtrisez pas votre éducation. On vous offre même des livres qu'on n'offre pas ailleurs et vous les acceptez parce qu'on vous a fait cadeau. Vous faites lire à vos enfants. Vous n'êtes pas sélectif, vous n'êtes pas exigeant sur des livres à mettre en bibliothèque. Vous n'avez même pas de bibliothèque, les gens ne lisent même pas. Je reviens du boulot, je suis ma télé, et puis je dors après, je mange, je dors après. Nous ne lisons pas. Nous ne connaissons pas notre histoire. Nos ancêtres continuent d'être les Gaulois. Et c'est pour ça aussi que nous nous sentons différents. Nous voyons que l'Évé est différent du Chokossi, le Chokossi différent du Moba, différent du Groumantier, différent du Mossi, etc. Oui, vous n'avez pas votre histoire en main. C'est aussi le problème de l'Afrique. Surtout dans les pays dits francophones. Alors là, aujourd'hui, si on revient un peu à la question sur la sécurité maritime, moi, j'insiste toujours sur le sujet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, en parlant de créer cette fédération-là, il faut partir de questions ponctuelles pour avoir l'adhésion de tous sur le sujet? Si l'opinion publique africaine est d'accord pour l'unité, on n'a pas grand-chose à faire. Mais quelle est la différence? Je vous prends 3 pays, 3 États. Le Bénin, le Togo et le Ghana. Qu'est-ce qui justifie les frontières Togo, Bénin, Ghana? On vous dira qu'ils n'ont pas connu les mêmes histoires, ils n'ont pas eu les mêmes colonisateurs. Parce que vous êtes sur des coupes perspectives historiques. Vous faites des coupes atemporelles de l'histoire du continent. Parce que vous êtes persuadé que l'histoire du continent noir commence avec la colonisation. Et c'est ça qui est grave. On oublie un peu les empires. Vous avez 4000 ans d'histoire avant Jésus-Christ, à partir de l'Égypte. Depuis la Nubie, je parle du Soudan qui vient d'être dépecé, jusqu'à l'Égypte pharaonique, aux grands empires. 3300 avant Jésus-Christ, l'État était là. L'État n'a pas été inventé par l'Occident. L'État a été inventé en Afrique, par Ménès, Namer. Mais vous êtes persuadé que votre histoire commence avec la colonisation. Donc, oui, parce que le Bénin et le Togo ont eu le même colonisateur, les colonisateurs différents, donc ils sont différents. Oui, parce que le Togo est francophone, le Ghana est anglophone, vous êtes différents. Les gens sont arrivés à vous parquer dans des faux ensembles. Qu'est-ce qui différencie en termes d'histoire le fond du Bénin de l'Évé du Togo? De l'Évé du Togo, de l'Évé de la Volta Régime là-bas, au Ghana. Des millions de thèmes qui sont au Ghana par rapport aux thèmes qui sont ici. C'est quoi la différence? Il faudra enseigner les grands mouvements migratoires en Afrique aux Africains. D'où viennent-ils? Quels sont les itinéraires suivis? Comment sont nées les ethnies que nous sommes? Pour que les gens comprennent l'unité profonde, historique et culturelle de l'Afrique noire. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas arriver à l'unité sans revoir votre programme d'histoire. Sans faire comprendre aux Africains qui viennent tous du Nil. C'est cela. Mais vous êtes persuadés que vos ancêtres sont des Gaulois. C'est ça le problème. Reprenez en main votre éducation, reprenez en main votre programme et revivez votre histoire et l'unité s'offrira d'elle-même. Mais vous ne connaissez pas votre histoire. Nous ne connaissons pas notre histoire, moi y compris.
Voilà le problème. Maintenant, le sommet, ce n'est pas, on ne va pas me dire que le sommet est une démarche qui rentre dans la construction d'un État fédéral d'Afrique. Non, eux, ils sont dans une logique, c'est la recherche de la légitimité extravertie, et c'est la peur qui traduit la fébrilité du régime. Ils ont peur d'un mouvement. Mais est-ce que le sommet est une réponse aux exigences, aux préoccupations des enseignants? Non. Non, ça ne résout aucun problème. Mais là, il y a que les enseignants dont vous parlez. Le sommet, ça peut être profitable à d'autres personnes aussi. Parce qu'on ne va pas tout le temps penser aux enseignants. Le Togo, c'est 6 millions de personnes. Vous n'avez pas un seul État sérieux qui met en balance l'éducation nationale et un sommet comme celui-ci. Vous n'en avez pas. Hein. Le sommet, oui, mais l'éducation nationale, la rentrée n'a... Pourquoi? En quoi le sommet et la rentrée sont-ils il faut peut-être éviter les mouvements d'humeur pendant le sommet, si la rentrée, parce que la rentrée était initialement programmée sur le 26 septembre. Il faut éviter que... Les mouvements d'humeur, ça veut dire que les mouvements ne sont pas fondés. Les mouvements ne seraient pas fondés. Même si... Les enseignants, ce n'est pas de fous. Ils ne manifestent pas pour rien. Ils ont leur raison, ils posent des exigences. Le problème aussi qui complique les manifestations ou les exigences, c'est parce que vous êtes là mal payé, non payé ou sous-payé, et vous apprenez que des gens dilapident des millions et des milliards. C'est ça aussi qui indispose les fonctionnaires. Parce que le pouvoir actuel ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sous. Monsieur Niaoui, vous êtes dans un quartier avec un monsieur, en janvier, on lui a volé 50 millions. En mars, on lui a volé 100 millions. En août, on lui a volé 1 milliard. Et il vous dit qu'il est pauvre. Vous croyez? Vous croyez? Donc ça aussi, tant que la gestion des deniers publics n'est pas transparente, les gens manifesteront. Parce qu'en fait, le problème c'est quoi? Si le Togo est pauvre, que nous tous, qu'on en subisse les conséquences et qu'on travaille pour renverser la tendance. Mais si le Togo est riche, que nous tous on en profite et qu'on continue de travailler pour accroître cette richesse. Mais nous devons savoir, nous devons avoir la preuve palpable que notre pays est pauvre. Ce n'est pas le cas, le Togo est tout sauf un pays pauvre. Le Togo n'est pas un pays pauvre. J'ai toujours l'habitude de dire, mais 6 millions d'habitants, c'est Accra ou Abidjan. C'est une commune, le Togo, en termes de population. Et on n'a pas besoin d'une intelligence particulière pour rendre 6 millions d'habitants heureux. Il y a de la mauvaise foi évidente et il y a comme une volonté d'appauvrir les gens, de les soumettre à une irrigation goutte à goutte pour qu'ils respectent, pour qu'ils soient malléables, pour qu'ils soient du bétail électoral. Voilà tout. Voilà tout. Vous n'avez pas un seul scanner dans le public. Il y en avait un pour tout le pays. Vous connaissez un seul hôpital aujourd'hui, public? Vous en connaissez, M. Niaoui? Dites-moi un hôpital d'Apaon. Oui, il y a un hôpital à Lomé. Vous en connaissez? C'est pour ça que les médecins formés au Togo quittent. Si vous avez un collègue qui a fait la médecine, et juste que vous en avez, demandez-lui, de sa génération, ils étaient combien en 7e année? Et combien sont restés au Togo, combien sont partis? Il va vous donner les chiffres, vous allez avoir froid au dos. Vous allez avoir froid dans le dos. Mais c'est cela. Formé depuis le CP1 jusqu'à la 7e année, sur des fonds publics togolais, à la fin, les gens sont obligés de rester en Europe. Parce qu'ils sont bien payés là-bas, mais aussi parce qu'il y a du matériel qui permet d'apprendre davantage. Parce que vous revenez et vous n'avez pas de matériel pour travailler, ou vous désapprenez. C'est aussi cela, ce n'est pas toujours seulement une question de salaire. Mais tout revient, tout nous ramène à la gestion opaque des deniers publics. Il faut sortir de là. Et il n'y a que l'alternance pour nous sauver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en octobre, le sommet va se tenir, sauf si un miracle de dernière minute se produit pour que cela n'ait pas lieu. Alors, dans quel contexte vous voyez l'organisation de ce sommet-là? Aujourd'hui, c'est vrai que dans la ville, c'est visible, on met les grands artères au propre et tout, on essaye d'embellir les rues, etc. On essaye de refaire certaines routes, mais au même moment, il y a d'autres voies, d'autres chantiers qui ont été entamés depuis
des mois, parfois des années, et qui sont toujours aux arrêts. Alors, jusqu'à quand on va continuer par vivre dans ce contraste-là? On est habitué au ravalement de surface. Monsieur Niaoui, je vous disais que c'est une question de la recherche de légitimité sur la base d'une opinion publique extravertie. Vous voyez ces participants, ils vont atterrir à l'aéroport. Ce nouvel aéroport, ils vont l'apprécier. La voie qu'ils vont emprunter à partir de l'aéroport, c'est une voie bien faite. N'est-ce pas? Ils vont tomber sous le boulevard au niveau de la Colombe. Jusqu'à l'hôtel où ils vont séjourner. Lomé, c'est un paradis. Vous les voyez en train de sortir, d'aller dans les poches dont vous parlez. Vous voyez les participants avoir du temps pour sortir du quartier où ils vont travailler et aller au-delà de la route, de l'itinéraire que je venais de signaler. Et après, ils diront, oui, mais quand même, le jeune, il a fait du bon travail, quand même. Mais on n'était pas venu, mais on croyait que, mais non, mais moi j'étais au Togo il y a 5 ans, il y a 10 ans, ce n'est pas ça. Et ils ont fait quand même des efforts. Et c'est ce qu'ils cherchent. Mais ça ne nourrit pas le Togolais. Ça ne paye pas le Togolais. Ça ne sort pas le Togolais de son indigence. Mais, peu importe, l'opinion nationale, ce n'est pas leur problème. Ceux-là, de qui ils attendent l'appréciation, ils auront parlé. C'est tout. L'opinion internationale. Le Togo a été félicité. C'est ce que vous entendez partout. Voilà l'enjeu. Mais tout ceci est mis dans la stratégie de conservation du pouvoir. C'est tout. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Troisième sujet, les questions de réforme politique. C'est vrai, ça ne fait pas une question d'actualité aujourd'hui, puisque ça a été relégué au second plan par l'organisation du sommet sur la sécurité maritime. Mais nous voudrons bien avoir l'avis du PNP sur le sujet. Et ça fait des années qu'on réclame ces réformes qui ne sont jamais faites. Certains disent que c'est le pouvoir dit que c'est l'opposition. Aujourd'hui, quel est votre avis sur le sujet? Non, le PNP n'a jamais changé de position sur la question des réformes. Nous avons toujours revendiqué les réformes, nous avons toujours exigé les réformes, qu'il s'agisse des actions que nous avons menées au sein du groupe Tchouboui et de la marche que nous avons... Ce groupe, justement, il devient quoi aujourd'hui? Non, je vous l'avais expliqué ici entre-temps que, au fait, le groupe avait été créé pour un objet, l'objet a disparu, donc, le groupe n'existe plus. Et donc, j'essaie de rappeler ces actions contre les élections sans réforme et aussi la marche que le PNP a organisé à la veille de la campagne électorale pour demander que l'on arrête le processus parce qu'il était vicié d'avance. Nous n'avons jamais changé de position, mais nous avons aussi alerté, nous avons dit au moment où la commission Awanana avait été créée, le PNP avait dit que Awanana, la commission Awanana était un coffre-fort où fort se préparait à enfermer les réformes. Et nous avons aussi alerté en disant que de la manière dont Fort parle des réformes. Et dont on parle des réformes, parlant de cette commission Awanana, nous avons dit qu'en réalité, Fort nous conduisait vers une 5e République. Parce que les conditions, les éléments auxquels il faisait allusion, notre histoire, notre culture, ça montrait déjà qu'ils allaient vers la 5e République. Ça aujourd'hui, UNIR l'assume. Tout simplement pourquoi? Moi, je constate. Je constate que le peuple togolais a confectionné un pantalon pour le Togo. Je parle de la Constitution de 1992. Un pantalon accepté par tous, qui a accueilli le consentement de tous. UNIR voulant porter ce pantalon, l'a coupé pour qu'il lui devienne conforme. Aujourd'hui, ils veulent jeter ce pantalon pour en confectionner un autre qui de bout en bout leur convienne. C'est-à-dire, je l'ai dit ici, pour le régime togolais, la constitution, ce n'est pas une loi. La constitution, c'est comme un chrono d'examen de permis de conduire. Vous avez des piquets ou des plots. Quand le parti au pouvoir avance et qu'il est sur le point de cogner un plot ou un piquet, on l'enlève.
et ils continuent. Il n'y a plus de créneaux. Aujourd'hui, ils ont tellement sauté les plombs, les piquets du créneau, qu'ils veulent pareil, fabriquer un autre créneau conforme, propre, qui leur convienne. Mais est-ce que la politique... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de réviser les articles de la Constitution, on veut réécrire une Constitution adaptée à leur vision de la gouvernance. C'est tout. Ils estiment que si la Constitution de 92 a été une Constitution un peu au forceps, et qu'il faut aujourd'hui revenir sur plusieurs articles de cette Constitution-là. Qu'est-ce qui dit que la Constitution était au forceps? Unir, c'était l'RPT. Et Yadema a demandé à la population togolaise, aux militants du RPT, de voter pour cette Constitution. Et quand il était un peu contraint, il faut le dire aussi. Moi, Yadema, il était contraint, mais il a battu campagne. Moi, je l'ai vu. Je ne peux pas lire dans son cœur. Je ne peux pas lire dans sa tête. J'ai vu. Il avait le choix. J'ai vu Yadema battre campagne en toute liberté pour cette Constitution. Je l'ai vu, il a voté, il a dit moi-même, il a voté pour cette Constitution. Et même quand vous lisez cette Constitution, qu'est-ce qu'elle a de mauvais? Le problème, c'est que UNIR se bat contre le constitutionnalisme, c'est-à-dire la limitation du pouvoir politique dans les prérogatives et dans le temps. Voilà le problème. Ils ne veulent pas d'un pouvoir limité. Voilà. Oui, mais là, à la suite de l'atelier du H-Crune, il a été décidé, enfin, tous ceux qui sont intervenus ont dit clairement que le mandat au Togo doit être limité. Donc aujourd'hui, on voit mal une constitution venir avec un mandat illimité. Mais pourquoi le H-Crune tarde à finaliser? Ils ont reçu les rapports. Pourquoi ça tarde? Pourquoi ils veulent une nouvelle constitution? Pourquoi ils veulent une nouvelle constitution alors que l'accord politique global est ficelé? L'APG est ficelé, le contenu est là. Il faut le mettre en œuvre. Pour eux, ils disent avoir mis en œuvre les points essentiels de l'APG. C'est quoi les points essentiels, les points secondaires? Vous croyez que des gens se sont rencontrés là-bas au CPS pour discuter et puis sortir un document à contenu variable? C'est des éléments essentiels, des éléments secondaires. On n'a pas discuté sur du secondaire. Monsieur Niaoui, moi j'ai eu l'occasion de participer au CPS. J'y étais allé avec le Zarif Ouayeva à l'époque. Moi j'ai participé au CPS, j'ai eu ce privilège. Les gens n'ont pas discuté des questions subsidiaires. L'APG ne contient pas de questions subsidiaires. Et c'était signé et scellé. Une fois que c'est une convention qui s'impose à nous tous, il faut vider l'accord en le mettant en œuvre. Ce n'est pas fait. Ça tombe aussi bien que vous précisiez avoir pris part à ces travaux-là. Est-ce que vous n'avez pas vous n'êtes pas un peu tombé dans un piège où, au niveau de l'APG, vous n'avez pas fixé de calendrier? Parce qu'on a demandé que les réformes soient faites. L'absence de calendrier n'enlève pas. Dit dans 5 ans, l'absence de calendrier n'enlève pas à un accord, à une convention, son caractère obligatoire. Mais dans ce cas, il n'y a pas. Je ne sais pas où est-ce que les gens ont étudié le droit pour dire que, parce que l'APG n'est pas assorti d'un délai de mise en œuvre, il n'est pas valable aujourd'hui. Le fait qu'un accord ne dise pas, ne fixe pas le délai de sa mise en œuvre, ne lui enlève pas son caractère obligatoire, M. Niaoui. Mais alors, qu'est-ce qui va pousser ceux qui sont censés appliquer cet accord à y aller rapidement? Ils ne veulent pas d'un pouvoir limité. Mais est-ce que la politique n'est pas ainsi faite? C'est une question, comme le dit un politicien, c'est une question de rapport de force. Je ne suis pas sûr que... Celui qui a la force impose sa loi. Le rapport de force se fait dans un combat égal, dans un combat loyal. Ce n'est pas le cas ici. Je vous ai dit qu'on est en train de nous imposer un parti dominant. Mais qu'est-ce qu'on reproche à la Constitution de 1992? Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'on le dise. Qu'elle était une constitution contre une personne donnée. Qu'elle a été faite dans un contexte et qu'elle a été faite contre, en l'occurrence, Yadema et son pouvoir. Parce que le mode de scrutin à 2 tours était contre Yadema, puisqu'après on l'a levé. La limitation des prérogatives du président de la République et je sais pas, le développement, ou en tout cas le fait que le Premier ministre ait du pouvoir, c'était contre Yadema. Moi je ne vois pas, je n'ai pas la même lecture. Cette lecture est une lecture faite à dessein. L'objectif, c'est la conservation du pouvoir. Une bonne constitution les dérange. Mais vous avez l'impression... Ils sont mal à l'aise dans le constitutionnalisme. Vous pensez qu'aujourd'hui, ils ont le choix? Est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui... Enfin, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une constitution dénudée de ces éléments? Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle constitution et aller dépenser de l'argent aussi pour l'adopter par référendum. On n'en a pas besoin. La constitution de 92 est là. Il faut mettre en œuvre les réformes et puis c'est terminé.
La PG doit être mise en œuvre. On va encore dépenser de l'argent. Pourquoi une nouvelle constitution? En tout cas, le PNP ne souscrit pas à ça. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ils ont vidé la constitution de 92, mais elle est là, on peut la lire aujourd'hui. Ils ont refusé de mettre en œuvre la... Mais quel accord a été respecté par RPT jusqu'à aujourd'hui? C'est pour ça que le Togo fait partie des États qui ont le plus passé le temps comment dire, à faire la réconciliation. Nous avons eu trop de débats, trop d'accords, Colmar, Ouaga 1, Ouaga 2, Ouaga 3, Ouaga 4, ainsi de suite. Du constitutionnalisme, ils n'en veulent pas, voilà tout. Tout le reste est argutie, et ça ne trompe personne. C'est évident. Alors, qu'est-ce que vous faites du rapport de force? Moi, je reviens là-dessus. On parle de rapport de force quand le combat est loyal. On ne parle pas de rapport de force dans un contexte comme le Togo. Parce que s'ils disent, oui, c'est une question de rapport de force, mais le jeu est inégal. Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ils sont 62, donc ils peuvent s'imposer en tant que majorité. Ils ont les leviers en main. Oui, c'est quand il s'agit de piétiner cette constitution qui sont efficaces. Ils l'ont fait. Fort n'était pas à l'Assemblée. On l'a ramené à l'Assemblée. On en a fait un président de l'Assemblée nationale. Après, on l'a remis. Ils l'ont fait en quelques jours. Quand il s'agit de travailler pour l'intérêt général, ils sont inefficaces. Mais quand il s'agit de se mettre au service de la famille et Yadema, ils sont tout de suite efficaces. C'est ça le problème. On a comme l'impression, et je crois d'ailleurs c'est ça le cas, que les députés de l'Union à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas au service de la nation togolaise, ils sont au service d'une famille. Sinon moi je ne vois pas ce qu'un député représentant la nation togolaise, parce que le mandat impératif est nul, représentant la nation togolaise en train de dire non, il faut réécrire une constitution et la constitution de 90 ne tient plus. Non, c'est des arguties, ça ne trompe personne. Elle est aujourd'hui la forme de discorde. C'est cette constitution qu'on a aujourd'hui. Pas exactement celle de 92, mais celle d'aujourd'hui, hein, où il y a le mandat n'est pas limité, où le mot de scrutin est à un seul tour, fait objet de... C'est des éléments que l'on a sortis de la constitution de 92. C'est eux qui, plutôt, ont écrit la constitution à leur mesure. Les modifications ont été faites pour mettre le RPT unir à l'aise. Ils reprochent à la conférence nationale d'avoir produit une constitution personnalisée. Non, c'est plutôt eux qui sont partis d'une constitution à caractère général pour arriver à une constitution personnalisée. C'est très clair. Et ils le savent, M. Niaoui. Quand bien même ils développent des thèses contraires, ils le savent, c'est de la mauvaise foi. Alors, aujourd'hui, on a quand même l'occasion, si éventuellement... les travaux du HCRUN aboutissaient à cela, d'avoir une nouvelle constitution. Ça veut dire que le PNP va souscrire, va s'inscrire en faux par rapport à cette... Nous ne sommes pas dans la logique de nouvelle constitution. Nous n'en avons pas besoin. Le Togo n'en a pas besoin. Elle poserait quel problème exactement? Si les éléments fondamentaux que les gens demandent aujourd'hui, ils sont inscrits. Monsieur Niaoui, ce qui se passe au Togo aujourd'hui déroute un étudiant en droit. Parce que la constitution, par principe, est faite pour durer. Et c'est ce qu'on enseigne aux étudiants à la faculté de droit. On ne révise pas une constitution régulièrement. C'est la mère des lois. C'est la loi fondamentale. Mais quand vous sortez de la fac de droit, vous vous rendez compte que la constitution togolaise est révisée tout le temps. Quand vous entrez dans un pays où la constitution est révisée à tout moment, vous n'êtes pas dans un état stable. Vous n'êtes pas dans un état stable. La constitution de 92, regardez combien de fois elle a été révisée jusqu'à aujourd'hui. Le pouvoir a été limité par la constitution de 1992. Reprenez les constitutions d'avant 92. Ce n'était pas des constitutions vraiment. Hein. La vraie constitution que nous avons eue, c'est en 92. Et la constitution, là, limite le pouvoir dans les prérogatives et accroît le pouvoir du Premier ministre. Ils ne voulaient pas de ça. Ils veulent un pouvoir à vie. Il faut jouer sur le mode scrutin. Le scrutin à un tour. Le scrutin à un tour est moins démocratique que le scrutin à 2 tours.
Peut-être que nous aurons l'occasion d'aller au Gabon, mais le mode de scrutin est aussi un élément du problème au Gabon. Ils nous ont ramené au scrutin à un tour, qui fait élire des minoritaires. Vous avez une majorité contre vous, mais vous êtes élus. Au Togo, ça ne s'est pas posé. Hein. Le président a été élu à 58%, donc il est légitime. Vous connaissez la chaîne de la transmission des résultats. Moi, j'ai travaillé 2 ans à la CENI. De 2000 à 2002. Et cette CENI a été dissoute pour mettre les 7 magistrats qui ont organisé les élections de 2003, je crois. Je sais de quoi je parle. Et après, on vous a dit, lever sa tête en panne. On a coupé de la communication aux gens. Les téléphones portables étaient coupés, vous vous rappelez. Moi, on m'a coupé toute une semaine. Je ne pouvais pas communiquer. Nous savons comment les gens votent, surtout dans les villages. C'est pour ça que l'on ne veut pas donner de l'information sur l'ensemble du territoire. Vous voyez à l'intérieur du pays les débats que nous menons ici une semaine par là-bas. Hein? Les radios à Lomé font des débats que vous ne pouvez pas mener à l'intérieur. Et vous avez des barons là-bas qui coincent les radios. Écoute, si ta radio mène des débats comme ça, tu risques d'avoir des problèmes. De la liberté des citoyens, les citoyens n'en veulent pas. Que les citoyens soient informés, ils n'en veulent pas. Et du coup, ça crée un Togo à deux vitesses en termes d'information. Lomé est bien informé, mais l'intérieur du pays ne l'est pas. Et nous savons comment les résultats sont transmis. C'est pour ça que nous ne sommes pas allés aux élections de 2015, parce que c'était joué d'avance. UNIR avait les résultats avant même le vote. C'est pour ça que le PNP n'était pas allé aux élections présidentielles de 2015. Quand vous avez des preuves de ça? C'était joué d'avance. Qu'est-ce que vous avez vu après tout? C'est ce que vous avez vu. Tous les candidats de l'opposition n'ont pas eu les scores qu'on leur a attribués. Bon, mais ils n'ont pas vraiment critiqué. Hein. Il n'y a qu'un seul qui a fait énormément de bruit. Tous les autres ont dit, bon, mais que... Ça, c'est leur cuisine interne. C'est leur cuisine interne, ils en ont apprécié. Bon, mais nous, on se fie à ce qu'ils nous disent. Si celui qui a participé dit, bon, c'est le choix que j'ai eu comme à donner. Ça n'empêche pas au PNP qui est parti politique sur les champs politiques. Nous, on n'a pas participé, mais ça ne nous a pas rendu aveugles. Oui, mais si ceux qui y ont participé disent que ce n'était pas si mauvais que ça. Oui, ils acceptent, mais ça n'empêche que nous on fasse notre commentaire à partir de ce que nous avons vu, ce que nous avons observé. Parce que nous sommes aussi un parti politique sur le champ politique. Oui, ce n'est pas parce que nous n'avons pas participé que nous avons les yeux fermés. Non. Alors, sur la question des réformes, est-ce que c'est une question qui, à votre sens, doit être revue autrement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire le déclic aujourd'hui? Le pouvoir est dans la logique d'avoir, enfin, des travaux de l'atelier du Yashkoun, une commission de réflexion sur cette question qui va nous proposer peut-être une nouvelle constitution. L'opposition dit il faut s'en tenir, enfin une partie de l'opposition dit il faut s'en tenir à l'APG. On a l'impression de vivre dans deux mondes différents. Finalement, où est la jonction? Moi, je pense que, comme je le disais entre-temps, comme je le disais à l'instant, des réformes, ils n'en veulent pas. Et nous l'avons toujours dit. Là, ils ont dit, hein, parce que moi j'ai reçu Christophe Tchao qui était dans le même fauteuil que vous le dimanche dernier, qui a dit que UNIR est très attaché aux réformes. UNIR veut des réformes. Les paroles, oui, et les actes. Les actes sont... Mais maintenant, eux, ils veulent des réformes consensuelles. Ils ne veulent pas des réformes imposées. Vous savez, M. Niaoui, s'il n'y a pas de pression sérieuse, ils ne feront pas les réformes. Les Christophe Tchao, c'est des collègues à la fac, ce n'est pas des aînés, ce n'est pas des grands frères. Ce qui anime la classe politique à UNIR aujourd'hui, c'est des collègues d'amphi. On se connaît, on sait ce que les gens pensaient à la fac. C'est qu'ils étaient dans le positionnement même politique du temps des étudiants. Dans les années 90, j'y étais. Des réformes, ils n'en veulent pas. Sans aucune pression sérieuse de la part de l'opposition ou de la part de la population, ils ne bougeront pas. Et nous l'avons toujours dit. Mais quand vous parlez de la population, les gens semblent aujourd'hui ne plus vraiment donner de l'importance à cette question-là. Il faut le retravailler, le reconstruire. Comment? Il faut revoir les stratégies. Il faut aussi recomposer les forces en lutte. Il faut changer de stratégie. Monsieur Niaoui, vous savez, aujourd'hui, le PNP est en train de faire un travail. Le moment venu, vous verrez de vos propres yeux ce qui va se passer dans ce pays. Nous croyons fermement à ce que nous sommes en train de faire. Et nous pensons aussi qu'il y a des partis politiques qui font ce travail aussi.
Nous ferons la jonction le moment venu. Parler de travail de formation, c'est ça? Le travail de formation, de sensibilisation. Parce que pour mettre quelqu'un debout, il faut l'amener à comprendre sa situation. Et parce que la gestion est telle que l'information ne circule pas, les Togolais n'ont pas l'information sur la manière avec laquelle ils sont gouvernés. Le pillage et tout ce qui se passe que vous connaissez. Et donc, il faut informer et retravailler les stratégies. Le moment venu, les partis politiques qui ont suffisamment travaillé et qui ont pris de l'ampleur vont faire la jonction et vous verrez ce qui va se passer. Oui, aujourd'hui, vous savez, la société civile a toujours fait son travail. Elle est dans son rôle. Mais il revient aux partis politiques de se réorganiser. C'est pour ça que le PNP dit il faut que chaque parti politique qui aspire à l'alternance, ou en tout cas qui se bat pour l'alternance, se reconstruise. Il faut faire en sorte que le jour où on va se mettre ensemble pour réclamer les réformes, qu'on arrive à un groupe de partis où chaque parti est bien constitué avec des militants en nombre important pour atteindre le seuil qui permet de faire basculer les choses. Voilà. Et donc, il faut que chaque parti politique fasse le travail à son niveau. Et il y en a qui le font. Et parmi ces partis, vous avez le Parti national panafricain qui fait le travail. Alors, quand on regarde, je suis sur le même sujet pour qu'on quitte, quand on regarde d'autres pays, on voit aujourd'hui les chefs de file de l'opposition qui vont rencontrer le président de la République sur les grandes questions de l'heure. C'est vrai, on nous dira que le chef de file de l'opposition a fait ces démarches-là, mais est-ce qu'il ne faut pas revoir cette démarche-là pour qu'il y ait un couloir de discussion officielle entre les deux pour qu'on sache que ces sujets sont effectivement posés? Voilà la position du président, voilà la position du chef de file de l'opposition. Je ne peux pas répondre à la place de Jean-Pierre Fabre. Vous pourrez l'inviter et lui poser la question. Vous êtes dans l'opposition. Cependant, oui, mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Le chef de file de l'opposition, ce n'est pas le président de l'opposition. Mais c'est le chef de l'opposition. Il n'est pas le président de l'opposition. Il n'engage pas tous les partis politiques de l'opposition. Il ne faut pas faire une confusion. Le chef de file, si nous avons parlé à Jean-Pierre Fabre en termes de leader de l'opposition, avant même que ce statut ne lui soit reconnu, nous lui avons adressé une lettre avant où nous disions qu'il est le leader de l'opposition. Avant même qu'on ne lui reconnaisse ce statut. Mais il n'est pas le chef de l'opposition. Aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre n'est pas en mesure d'engager le PNP. Il n'engage que l'ANC. Le chef de file de l'opposition ne parle pas au nom de tous les partis de l'opposition. Il faut éviter cette confusion dans la tête des Togolais. Le chef de file de l'opposition n'est pas le président de l'opposition. Maintenant, pour revenir à votre question. Non, là, bon, moi, je voudrais qu'on prenne un peu là. Est-ce que on est en train de nous dire que si Jean-Pierre Fabre fait une démarche officielle, il le fait au nom de l'ANC et non au nom de l'opposition? À partir du moment où le chef de file de l'opposition ne convoque pas une concertation entre les partis politiques de l'opposition qui s'engagent sur une question donnée et qui s'exprime sur cette question au nom de ces partis politiques, il s'exprime au nom de l'ANC, que ça soit clair. C'est parce qu'il n'y a pas de concertation que vous le dites ainsi? Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Je dis que le chef de file de l'opposition ne parle pas au nom du PNP en tout cas. S'il veut parler au nom du PNP, c'est-à-dire au nom de l'ANC et du PNP, nous devons être concertés sur une question précise. Ce n'est pas un mandat général. Ce n'est pas un chèque en blanc entre les mains du chef de file de l'opposition au nom des autres partis politiques de l'opposition. Il faut éviter cette confusion dans la tête des Togolais. Ce n'est pas le président de l'opposition. Cependant, je peux pas répondre à la place de Jean-Pierre Fabre, vous pourrez l'interroger, mais ce que je constate, c'est qu'au Togo, quand vous êtes de l'opposition et que vous discutez à distance avec le RPT ou UNIR, en tout cas ça s'est passé longtemps avec le RPT, c'est une expérience que je vous raconte, tout le monde l'a vécu, vous aussi. Quand à distance vous discutez, vous tiraillez avec le RPT, le parti qui se dit, mais écoutez, ou bien c'est parce que nous sommes à couteau tiré qu'on ne s'entend pas, ou bien c'est parce qu'on ne se rapproche pas qu'on ne s'entend pas. Il faut dialoguer, moi je vais les approcher. Quand vous approchez RPT UNIR pour discuter, ils disent, il est devenu nôtre. Nous sommes avec lui maintenant, vous avez vu, c'est aussi cette politique à UNIR RPT qui est dégueulasse. Est-ce que c'est UNIR qui dit ça ou bien c'est au sein de l'opposition même qu'on dit ah il est vendu? Le problème c'est qu'il y a aussi une autre lacune. Il y a aussi une autre lacune à l'intérieur de l'opposition, de l'opinion publique qui est en faveur de l'opposition. Vous savez, du temps de Gilles-Christ Olympio, quand Gilles-Christ Olympio prend une position et qu'il se trompe, l'opinion de l'opposition vous oblige à suivre Gilles-Christ Olympio. Et je voudrais profiter pour vous dire une chose. Monsieur Niaoui, ce n'est qu'au Togo que quand un parti politique se trompe, on ne le désigne pas nommément. On dit opposition. C'est en vain que vous cherchez au ministère de l'Intérieur un parti politique enregistré au nom de opposition. Ça n'existe pas. À l'époque, quand Gilles-Christ Olympio se trompe, on dit opposition.
Mais quand il y a une action positive quelconque, il se l'attribue. On la lui attribue, on dit que c'est Gilles-Christ Olympio. Et ça, c'est un problème dans l'opinion publique. Et nous avons souffert à l'époque. Si vous devez passer à droite, et que Gilles-Christ Olympio passe à gauche, le peuple vous oblige à passer à gauche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous disons qu'il faut éviter de faire comme on l'a fait. Il faut éviter une opposition à une tête face au pouvoir. Ça ne nous sortira pas de là où nous sommes. Vous croyez que si Gilles-Christ Olympio avait un concurrent de taille, si à côté de l'UFC, il y avait un parti pour l'opposition de taille, vous pensez que Gilles-Christ Olympio aurait conclu un accord avec UNIR? Il ne l'aurait pas fait. Alors, conclure l'accord, ça n'a pas de problème, hein, parce que de toutes les façons, il faut revenir discuter son temps. Il n'aurait pas conclu l'accord qu'il a conclu. Je m'excuse la tautologie avec UNIR. S'il y avait un parti qui le toisait, donc l'opposition à une tête, ça c'est fini, ça ne marchera pas. Et donc, désormais, si vous recevez des gens pour discuter, quand un parti se trompe, il faut le désigner nommément, que tel parti a pris telle position, il s'est trompé. Mais quand on l'attribue à l'opposition dans l'ensemble, c'est un problème. Et du coup, Gilles-Christ Olympio a eu l'occasion d'enterrer tous les autres chefs de partis politiques. Il a enterré Edem Kodjo, il a enterré Abouibo, il a enterré Ayeva, il a enterré Ninevi. Politiquement, je veux dire. Parce que on a obligé les gens à le suivre. Comme si le Togo c'était lui et que les autres devaient l'aider. Mais il faut aussi retravailler l'opinion. Monsieur Niaoui, moi j'étais à une marche de l'opposition. J'y ai participé souvent. Et j'écoutais une chanson. On chantait Yademadio, Azipe Munito, Azipe Tolava. Alors j'ai approché un collègue de l'opposition, dans la marche on était devant, je lui ai demandé, mais mon frère, je ne donne pas le nom, parce que c'est pas ça qui est important, mais l'Azipé pour lequel nous marchons là, a-t-il un propriétaire? Si l'Azipé a un propriétaire, qu'est-ce que moi je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Donc, c'est un problème. C'est un problème. Donc, sortir même de la monarchisation du Togo, c'est d'une double monarchisation. Moi, je veux me libérer d'une monarchisation, de la légitimité par filiation des Olympios, mais aussi de la légitimité par filiation des Nyasimbe. Il faut sortir de là. Donc, il y a aussi un comportement à revoir au sein de l'opposition. Sinon, comment Gilles-Christ Olympio a réussi à enterrer tous ces hommes valables? Et c'est aussi le contexte politique togolais qui fait que l'on recuse Edem Kodjo en RDC. Comment le Togo va produire des grands hommes reconnus ailleurs si on continue d'être gouverné comme on est aujourd'hui? D'accord, on va parler, hein, on a encore quelques minutes, en tout cas moins de 10 minutes, pour aborder la situation au Gabon. La présidentielle a eu lieu il y a déjà plus d'une semaine, et puis on a deux vainqueurs. Il y a un qui a été officiellement déclaré vainqueur par la CENAP, la Commission électorale nationale permanente, et puis un autre qui s'est autoproclamé vainqueur avant même que la CENAP ne donne les résultats, ce qui aujourd'hui a créé une véritable crise post-électorale. Tikwi Achadam, est-ce que la situation du Gabon était prévisible? Moi j'ai été surpris par cette situation. Je pensais que les élections au Gabon allaient se dérouler de façon très calme, comme on en a vu souvent au Ghana, ou qu'on en a vu au Bénin récemment. Pourquoi? Eu égard à la taille du pays, qui induit la taille du corps électoral. 600 000 personnes sur le fichier électoral, c'est pas grand. 600 000 personnes en réalité, si on va aux élections transparentes, dans un pays comme le Gabon, si on ferme les bureaux de vote à 17h, le lendemain à midi, on a les résultats. Donc j'ai été surpris par ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. J'ai été très surpris. Mais nous partageons la douleur du peuple gabonais parce que c'est un peuple frère. Nous sommes panafricains. Nous sommes panafricanistes. Mais c'est surprenant. C'est surprenant et nous disons que la transparence est en cause. On peut même mettre en place un système au Gabon où des gens sont assis à la CENI et les Gabonais votent individuellement et chaque vote tombe
tombe devant vous sur l'ordinateur. Combien d'électeurs vous venez de dire précisément? 600 000. 600 000. C'est rien face au Togo, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut mettre les Gabonais devant un écran, et puis ils votent individuellement, et les résultats tombent au fur et à mesure. On ne va pas mettre une journée pour ça. Ça par exemple, c'est une CELI du Togo. Donc c'est un problème de transparence. Parce que, M. Yaoui, si nous faisons quelque chose, si vous et moi, on est en train de concourir pour quelque chose, si le processus est transparent et vous voyez clairement que je vous ai battu ou je vois clairement que vous m'avez battu, il n'y a pas de problème. Mais si vous aussi vous voyez que je vous ai battu clairement ou que je vois que vous m'avez battu clairement et que les spectateurs, les observateurs aussi voient, même si vous voulez, je vous dis, ben, c'est vrai, je ne suis pas le seul à avoir cette transparence. Les autres l'ont vu aussi avec moi. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que moi qui veux contester, j'ai bien vu que c'est transparent. Les observateurs ont vu que c'est transparent. Donc ça va être difficile. Ça va être très difficile pour moi de revenir sur ça. Mais, même si c'est transparent seulement vis-à-vis de moi, et que ça ne l'est pas vis-à-vis des observateurs, je peux m'agiter et dire non, écoutez, on m'a triché, si je suis le seul à avoir vu la transparence. Donc, en cause la transparence. En cause le mode de scrutin. Un tour, c'est un mode conflictuel. Ils ont un président qui est élu à 48%. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais en dehors de ça aussi, parallèlement, il faut faire en sorte que l'Afrique cesse d'être un terrain de lutte entre des intérêts étrangers. Parce que c'est aussi ça le problème qui se pose. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Est-ce que c'est parce que certains disent que c'est parce qu'Ali Bongo a coupé l'herbe sous le pied des Français qu'ils veulent mettre le pays à feu? Ça aussi c'est un autre problème de l'opinion. C'est vrai, ils sont là, ils sont présents, mais c'est notre problème de l'opinion. On a tellement mis dans la tête des populations dans les pays dits francophones que tant que la France n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir. Alors que les Français ne votent pas au Togo. Je ne vois pas les Français ou la France en train d'inverser les tendances des élections après des résultats. La France ne le ferait pas. Parce que la France s'est déjà donné un nom. Un pays de démocratie, un pays de liberté. Donc si librement, des gens votent dans un pays francophone, les Français ne seraient pas capables d'inverser les résultats. Ils ne vont pas le faire. Ils ne votent pas ici. Ils ne votent pas dans nos États. Mais on a tellement convaincu, persuadé les Africains des pays francophones que si la France n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir en Afrique. Mais ça aussi, c'est le passé qui a conduit les Africains à cela. Comme par exemple au Togo, quand moi je me rappelle les meetings de l'opposition, et à l'époque, je m'excuse encore une fois, à l'époque de l'UFC, de Gilles Christ Olympio, vous n'avez pas un seul meeting où on ne vous parle pas de Yovo. Yovo Lagbenao, Nyaitona Yovo, Yovo Malon, Yovo To Blobé. Tout le temps qu'on a parlé aux gens comme ça, ils ont fini par être persuadés que tant que la France n'est pas avec vous, vous pouvez entrer au pouvoir. Or, on n'arrive pas au pouvoir en Afrique aujourd'hui par des coups d'État. C'est le vote. Les Français ne sont pas électeurs au Togo, ils ne sont pas électeurs au Bénin. Bon, maintenant, ce qui s'est passé au Bénin apporte un démenti formel. Mais encore une fois, l'Afrique doit sortir de la situation où se jouent des intérêts étrangers. Mais encore une fois, c'est et la transparence et le mode de scrutin qui sont en jeu de façon fondamentale, et aussi le refus de l'alternance qui est en cause dans beaucoup de pays africains comme le nôtre. Alors là, quand on prend le cas de Jean Ping, qui a été président de la Commission de l'Union africaine, qui en 2010 a refusé le recomptage des voix que Laurent Gbagbo a demandé à Côte d'Ivoire, et qui lui-même aujourd'hui fait cette demande et est soutenu par plusieurs États. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu curieux? Tout ce qui se passe en Afrique francophone ou en Afrique est curieux. Nous ne sommes pas nous-mêmes. L'Afrique n'est pas souveraine. L'Afrique n'est pas indépendante, M. Niaoui. Quand nous fêtons les indépendances avec des défilés, tout ça, les occupants d'hier, les colonisateurs d'hier, ils sourient. Ils esquissent un sourire. Nous ne sommes pas indépendants. Nous ne maîtrisons pas notre monnaie, donc notre économie. Nous ne maîtrisons pas notre sécurité, l'armée. Nous ne maîtrisons pas notre droit. Parce que même avec la monnaie, on peut mettre de la sécurité chez vous. Parce que votre monnaie n'a pas frappé ici. Donc, on peut manipuler la monnaie
On a beaucoup de réserves en France actuellement. Oui, on manipule la monnaie pour vous rendre misérable et vous voilà en train de vous affronter. Ça a été fait dans la Guinée de Sékou Touré. Oui, on a même déversé de faux billets en Guinée. Donc, encore une fois, la réponse se trouve dans le fédéralisme. Il faut faire basculer l'Afrique sur son destin fédéral. En dehors d'un État fédéral, il n'y a pas de bonheur pour l'Afrique. Et il faut le faire. Tikpi Etchadam, ce sera votre mot de fin. Merci d'être passé dans un œil sur l'actualité. C'est moi qui vous remercie et je souhaite bon tabaski aux musulmans. Parce que c'est l'après-demain, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous êtes invité chez moi. Ah, merci beaucoup. Ce sera un honneur de venir déguster de la viande. Le plaisir sera pour moi. Vous êtes le président du Parti national panafricain, le PNP. Merci d'être passé. Un œil sur l'actualité, c'est terminé pour ce dimanche. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à l'étranger via le www.lcftogo.com. Merci à toute l'équipe technique. À dimanche.